Cyril, place maintenant au journal des médias, journal qui débute avec Google, qui serait en train de changer de philosophie concernant son rapport aux éditeurs financiers, c'est ça ? Ouais, alors on va pas s'emballer, hein. Mais, selon l'AFP, l'agence France Presse, Google réfléchit à nouer des accords avec les éditeurs pour développer, je cite, de l'information premium, une manière pour le géant américain d'apaiser ses relations avec les organes de presse, des relations qui se sont pas mal tendues depuis quelques mois. Alors, petit rappel des faits. Et je vous fais un résumé. Ça commence avec la Commission européenne qui vote en 2018 une directive qui oblige les plateformes à un meilleur partage de la valeur, comprendre rémunérer les éditeurs. On se souvient qu'à l'époque, Google avait mené une intense campagne de lobbying pour tenter de faire achoper ce projet. La suite, ça se passe en France, premier pays à transposer la directive dans le droit français qui oblige donc Google et les autres à passer à la caisse. Sauf que, ni Google ni les autres n'ont envie de payer. Et voilà le bras de fer qui s'engage. D'un côté, les plateformes étrangères qui tentent de contourner la loi et de l'autre, le pouvoir politique qui tente, lui, de vouloir faire appliquer cette loi. Pour tenter de forcer ses interlocuteurs, le ministre de la Culture a déposé une plainte auprès de l'autorité de la concurrence, mais forcément, tout cela prend du temps. Alors, histoire de montrer qu'il est plein de bonne volonté, Google imagine aujourd'hui l'idée d'un accord de licence avec les éditeurs de presse dans le monde, évidemment, mais surtout pour le moment en France, puisque c'est là que ça commence. Reste à savoir quelle forme cela prendra, qui sera concerné et surtout avec quel argent mis sur la table. Ça va négocier sec. Là aussi, on peut parler d'argent. C'est ce qui fait le plus d'audience à la télé. On parle football maintenant. Soirée Ligue des Champions demain avec une affiche importante pour les supporters du PSG. Le club de la capitale se déplace à Dortmund. Ouais, les choses sérieuses commencent pour le PSG demain avec ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Si bien sûr, on sera très attentif à ce que feront les stars sur le terrain. C'est aussi un match très important pour un revenant. Le directeur sportif du club parisien, Leonardo, est en première ligne depuis son retour l'été dernier et il est dès ce soir l'objet d'une enquête de la chaîne L'Équipe, Leonardo le stratège. Pourquoi Leonardo est-il un stratège ? Je vous propose d'écouter la réponse du co-réalisateur du documentaire, Sébastien Tarago. Il est interrogé par Alexandre Omar. C'est un stratège parce que je pense qu'il pense vraiment systématiquement au coup d'après. Parfois, j'aurais presque envie de dire que c'est un prestidigitateur parce que même quand je trouve il peut avoir des sorties médiatiques un peu moins réussies, eh ben, il est tellement fort, tellement charmeur que globalement tous les commentaires sont extrêmement positifs. C'est un stratège qui se rapproche du prestidigitateur. Stratège ou prestidigitateur. Vous avez dit un dit de trop. Oh là là, c'est un enfer ce mot. Prestidigitateur. Voilà, merci Philippe Vandel. Pas sûr qu'au fond ce qualificatif soit une qualité. Écoutez d'ailleurs ce que dit Djalminha, un ancien international brésilien au sujet de son compatriote. C'est un extrait du doc. Léo, c'est un garçon bien éduqué, oui, mais c'est aussi un garçon qui a beaucoup de personnalité. Quand il jouait, il était capable de donner son opinion, de ne pas être d'accord avec les instructions, avec le système. Si certains étaient d'un avis, lui, il pouvait donner un avis contraire. S'il fallait jouer dur et aller au contact avec un coéquipier, il était aussi capable de le faire. Ce n'était pas un saint, un garçon passif devant les événements, il avait de la personnalité, et c'est aussi comme cela que tu réussis dans ce milieu. Une personnalité que Leonardo s'est forgée tout au long de sa carrière. Sébastien Tarago, le co-réalisateur du documentaire, nous relate une anecdote. Pour comprendre Leonardo, il y a Romario, qui est lui aussi un très grand joueur de l'histoire du football brésilien, champion du monde. Il nous raconte comment Leonardo, qui vient d'une famille assez aisée, les aider en fait dans tout leur voyage. Il était très malin pour cela. Il était toujours là pour faciliter la vie de ses coéquipiers. Lui parlait déjà plusieurs langues. Ce n'était pas le cas de ses coéquipiers. Ils avaient parfois des difficultés à faire ce qu'ils voulaient lors de déplacements. Et lui, quelque part, il était là en soutien. C'est un grand charmeur qui peut être malin dans les bons côtés et dans les mauvais côtés en fait. Si vous voulez un avant-goût de Dortmund PSG, c'est donc ce soir à 21h, le documentaire Leonardo le stratège sur la chaîne L'Équipe, le canal 21 de la TNT. Cyril, avec l'affaire Griveaux et l'arrivée d'Agnès Buzyn, on l'a appris pour le remplacer à Paris dans la campagne municipale. On parle évidemment beaucoup des municipales ces jours-ci et à un mois du premier tour du scrutin, les médias continuent de dévoiler leurs dispositifs. On avait déjà parlé jeudi dernier avec la presse régionale et ce matin, on s'intéresse à ce qui va se passer ici même sur Europe 1. Europe a décidé de concentrer sa couverture des municipales autour de 4 grands thèmes, la sécurité et la laïcité, la France périphérique, l'environnement et la ruralité. 4 thèmes qui feront l'objet de 4 délocalisations avec nos camarades du Grand Journal du Soir, Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est Nathalie Lévy qui nous explique les raisons de ce dispositif. Elle est au micro de Louise Bernard.
On a eu envie de vous faire vivre ces municipales sur le terrain, au plus près des acteurs locaux, au plus près de la population, au plus près des associations, pour véritablement sentir les choses dans plusieurs régions de France. 4 délocalisations, 4 émissions spéciales pendant lesquelles on va vous permettre d'entendre à la fois les attentes, les besoins, les solutions qui sont mises en place dans certaines villes, certaines régions, comment les acteurs prennent les choses en main, comment sur certaines thématiques ils sont plus ou moins présents ou en attente ou en demande. Voilà comment on va essayer de faire passer leur message, de montrer quelle est la réalité du terrain et être encore une fois au plus près à la fois des auditeurs et des acteurs. Cette mobilisation, ça commence dès aujourd'hui avec le premier déplacement des équipes d'Europe 1, pas loin d'ici, en région parisienne. On écoute Nathalie Lévy nous détailler les enjeux de cette première délocalisation dont se chargera aujourd'hui Sébastien Krebs. On y va, pourquoi ? Parce que vous vous souvenez que dans la nuit du 2 au 3 novembre, il y a eu une nuit de violence importante. On s'est dit qu'il était de bon ton de parler de là-bas, de mixité, du vivre ensemble, de la laïcité, toutes ces thématiques qui sont très fortes sur place. Et on a pensé qu'il était judicieux de les incarner depuis Chanteloup-les-Vignes précisément. En plus de ces grands journaux, Europe 1 a bien entendu prévu 2 soirées électorales les 15 et 22 mars et plusieurs enquêtes autour des villes où les résultats seront très observés. La prochaine sera publiée ce jeudi avec un focus sur Bordeaux et la lourde succession d'Alain Juppé. Top Chef, Cyril, ça reprend ce mercredi sur M6. Ce n'est pas du direct, l'émission est évidemment enregistrée et on sait déjà que la finale ne s'est pas déroulée comme prévu. C'est une finale un peu vaseuse en fait. C'est le Parisien qui nous l'apprend. Le tournage du dernier épisode de cette 11e saison a dû être reporté pour cause de gastro-entérite. Non. Le virus ça tombe mal. Ouais, ça tombe très mal. Le virus a joué un sale tour à un des finalistes du concours et c'est donc tout le dispositif exceptionnel de cette finale organisée dans les cuisines du Georges V à Paris qui a dû être annulé. Ils auraient dû être contents au Georges V. Repos forcé pour les 110 personnes de la production, la vingtaine de serveurs mobilisés et les 100 bénévoles de la Croix-Rouge venus déguster le fameux repas des finalistes. Mais pas de panique, une bonne cure d'Imodium et de Smecta et ça repart. La production a réussi à remobiliser tout ce petit monde et hop, Top Chef s'est bien trouvé un vainqueur. L'ultime épisode a finalement été tourné lundi dernier, mais on ne sait pas si c'est le candidat malade qui l'a finalement emporté. Bon, on essaiera d'en savoir plus demain parce que notre invité sera Stéphane Rothenberg, le présentateur de Top Chef. On va acheter de l'Imodium en attendant. Merci beaucoup, Cyril Laclière. On se serre la main de personne. On se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.